11, 12 et 13 juillet 2008, Le Mans Classique vivait cette année sa 4e édition. Pour cette grand-messe de la compétition automobile historique, les pilotes sont venus de 30 pays des 5 continents honorer la mémoire des 24 heures. Sur les grilles des 6 plateaux couvrant l'ensemble de l'histoire du Mans, on retrouvait 396 voitures. Pour les 80 000 spectateurs attendus, la véritable aubaine est de pouvoir approcher des modèles rarissimes dont beaucoup ont forgé la légende de cette course mythique. Dès le jeudi, les vérifications techniques commencent. Non, ça c'est le corps de l'allumeur et du temps. Alors là, ce qu'il me faut tout de même, c'est... Alors voilà, ça c'est un bon... Sécurité et conformité n'empêchent pas la passion de s'exprimer et les discussions autour des voitures vont bon train. Pour en course, en circuit, avoir un système de blocage. Même ambiance chaleureuse aux vérifications administratives, l'occasion de retrouver les habitués et d'enregistrer la présence de chacun des 1000 pilotes venus ici affronter le circuit de 13 km qui constituera le temps d'un week-end, le théâtre de leurs exploits. 3 teams nous accompagnent cette année pour découvrir l'ambiance unique de cet événement. Le premier d'entre eux vient d'Allemagne. Bonjour, bienvenue. Je vous présente l'écurie Carolus Magnus. Nous venons d'Allemagne, d'Aix-la-Chapelle plus précisément. Voici notre motorhome. Et ici, quelqu'un qui affûte ses dents pour la course. Quand vous vous asseyez dans la voiture et que vous bouclez votre premier tour, vous vous dites « c'est l'endroit où je voulais être, c'est génial ». Diethelm Horbach et Heinz Vogel pilotent une Porsche 356 de 1953. Elle est inscrite dans le plateau 2 qui couvre la période allant de 1946 à 1956. Autre team, celui-ci vient du Japon. 3 voitures sont inscrites, dont une remarquable Bugatti Type 35 de 1926. L'Alfa Romeo, elle, est une SV Zagato de 1957. Mais Tadaku Kojima et Masahiro Fujino, leurs pilotes, rencontrent quelques problèmes avec cette dernière. Cela ne les empêche pas de profiter des bons moments qu'ils sont venus chercher ici. Arrivés la veille de Tokyo, ils vivent un véritable rêve. Malheureusement, c'est la boîte de vitesse qui n'est pas adaptée au circuit. Les mécaniciens d'Ivan Mahé vont tenter de trouver une solution. Il y a quelqu'un à l'atelier là? Donc on va essayer de leur filer un tube pour qu'ils puissent démonter leur boîte de vitesse. On essaye de leur rendre service parce que venir du Japon puis regarder les autres tourner. You speak English? Non. Non. Japonais. Japon. Yvan, lui, a préparé plusieurs voitures pour ce Mans Classique. Il est pilote de 2 d'entre elles. On a préparé 12 voitures pour ce Mans Classique. On a un atelier qui s'occupe en moyenne de 35-40 voitures et donc tous les clients voulaient venir parce que c'est quand même la manifestation phare de l'année tous les 2 ans pour nous et c'est vraiment important d'être là. 12 voitures et pas des moindres. La plupart sont relativement récentes et elles sont presque toutes pilotées par des pilotes de renom. J'ai presque tout piloté, Formule 1, IndyCar, dans tous les championnats, mais je garde un goût particulier pour ces voitures de collection. C'est fantastique. C'est vrai que sur le plan moteur, bon, c'est un 5 litres, ça pousse bien, comme on dit dans le jargon, ça envoie bien, mais c'est vrai que c'est un peu le reste qui ne suit pas. Moi, j'ai loué une voiture il y a 2 ans de là, et T'as le booster de branché? Oui, c'est bon. Bah tu mets un coup de démarreur. Vas-y.
Merci Yvan. Merci. C'est mythique. Tac. Donc ça c'est le team Maël. Mais il y a l'autre encore. Oui, là, Plateau 6. C'est un métier. C'est devenu, je pense, la plus belle manifestation au monde désormais. Et c'est très agréable d'être le sponsor principal de cette manifestation. Donc je me sens très privilégié d'avoir fait partie des pionniers de cette organisation. Le succès public de l'épreuve est dû en grande partie aux à-côtés des courses. Ici, on peut approcher les voitures, parler aux pilotes, tous accessibles pendant toute la durée du week-end. L'ambiance est conviviale, bon enfant, et puis si la course vous donne le tournis, on peut toujours aller faire une balade dans le village. Ici, des commerçants spécialisés dans le domaine automobile ou pas vous accueillent et réservent parfois de jolies surprises, comme ce coiffeur Manceau installé vers l'entrée du circuit. Génial, des gens super sympas. On a coiffé beaucoup d'étrangers pour trouver le principe intéressant. Ça donne une nostalgie aux gens, ça les fait sourire, ils sont très contents de ça et ça c'est formidable. C'est quoi toutes ces machines extraordinaires? Ah, là, c'est une petite panoplie d'engins aux formes bizarres des années 50, donc c'est-à-dire scooters et petites voitures, petites cylindrées, qui ne sont pas communes ici. Je pense que là, il y a du populaire pour attirer un petit peu les gens qui ne connaissent que Vespa et Lambretta, et après les plus exotiques et les plus bizarres. C'était facile à piloter? Très bien, très très intéressant, parce que là, on pouvait faire un tas d'acrobaties avec ça, c'était fabuleux. Est-ce que les étrangers sont friands de photos anciennes? Ouais, surtout les Anglais. Ouais, les Anglais. En fait, il y a énormément de voitures anglaises dans ma collection, donc effectivement, ils sont très friands. Bonjour. En Mans historique, on a des affiches, des badges, des programmes, et puis quelques petits objets insolites comme des épinglettes, de pilotes notamment. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Les clubs réunissant les propriétaires de véhicules de collection sont aussi largement représentés. Cette année, ils avaient déplacé 6000 voitures, pas moins, constituant ainsi un véritable musée vivant dont la visite permet de croiser quelques célébrités et d'admirer de véritables curiosités. Et puis, histoire oblige, l'aérodrome du Mans, situé face au circuit, célébrait le centenaire du premier vol de l'avion des frères Wright au-dessus des Hunaudières,
c'était en août 1908. Une réplique en était présentée, construite par les animateurs de l'aérodrome. Celle-ci put se permettre quelques décollages pendant le week-end. Impressionnant. Buzz Aldrin lui-même avait fait le déplacement. Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune quelques secondes derrière Neil Armstrong s'avère être un passionné d'automobile. Je pense que vous aimez les voitures que vous avez vues ici. Je conduis toujours aussi vite que possible, autant que les gendarmes l'autorisent. Parfois un peu plus. J'ai fait une course à Long Beach, en Californie. Le Toyota Grand Prix. C'était quand? Bon, il y a 5 ans, je crois. Vous conduisiez? Oui. Comment était-ce? Très instructif. Prendre les virages, rétrograder, tout ça, super. Samedi, 16h, sur le circuit, tout est en place. Les tribunes sont pleines et sur la piste, Daniel Poisneau et Buzz Aldrin sont prêts à lancer le départ du plateau 1, les voitures d'avant-guerre. Le départ type Le Mans n'est donné que sur les 3 premiers plateaux qui correspondent aux époques où il était encore donné de cette façon. Chaque course dure 45 minutes et doit donner lieu à au moins un passage de témoin entre les pilotes du team. Chaque plateau courra 3 fois dans le week-end afin de profiter au mieux de toutes les configurations possibles, soir, nuit et matin. Nous assisterons ainsi à 18 courses pendant les 2 jours de l'épreuve. Ici, c'est la lutte des Talbot contre les Lagonda et autres Bugatti qui nous emmène à un train d'enfer vers la ligne d'arrivée. Mais pour tous, et en particulier ceux qui ont fait un long déplacement, le jeu en valait largement la chandelle. Je suis très content d'avoir disputé cette course, j'ai adoré. Et merci pour votre hospitalité, merci beaucoup. Outre la possibilité de remonter le cours de l'histoire, cette manifestation a aussi le mérite de nous faire redécouvrir des voitures étranges. Une rarissime Homet était présente cette année. La voiture, je dirais, ça a d'abord été un coup de foudre. Quand j'ai vu cette voiture, je l'ai trouvée tout d'abord magnifique. Et donc l'idée a été de la faire revenir des États-Unis, sachant qu'évidemment j'avais bien pris conscience du fait qu'elle n'était pas motorisée par un 6 cylindres à plat ou un 12 cylindres, mais par une turbine. Ce qui nous semblait encore plus excitant comme projet, puisque notre père, étant ingénieur, nous a très largement baigné dans ce milieu d'ingénieurs. Et je dirais qu'on a un certain attrait pour la technologie.
Et en même temps, c'était faire revivre une voiture qui était à l'époque une tentative. Il n'y avait pas de pensée unique. On cherchait à aller vite. C'est compliqué à régler une voiture comme ça? Le moteur un peu, ouais. C'est un peu délicat. Le principal travail a été de réadapter une des particularités de la voiture qui avait disparu. C'était le fait de mettre des wastegates sur la turbine. Donc le gros du travail était d'abord de retrouver les informations pour pouvoir restaurer la voiture et la remettre dans sa conformité. Et ce qui en fait en fait une voiture assez compétitive. Dans l'univers dans lequel on évolue aujourd'hui, très sécuritaire, j'ai approché des grands groupes. Et finalement, les gens étaient tous volontaires pour travailler dessus, puisque en substance, ce qu'il fallait faire, c'était faire des trous dans la turbine et mettre des soupapes qui sont reliées à la pédale d'accélérateur, ce qui avait été fait à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre une turbine d'hélicoptère, faire des trous dedans, et puis la faire, fonctionner d'une façon très différente de la façon dont elle fonctionne dans un hélicoptère. Notre team est un groupe d'amis réunis autour des mêmes passions, les voitures anciennes et la compétition. Nous nous déplaçons surtout sur des rallyes nationaux, des courses en France, en Espagne, toujours dans des voitures anciennes et pour le sport. Motorsport. Je ne sais pas ce qui se passe, il faut qu'on regarde, je pense qu'il y a un problème de pompe à essence. On a le plein, mais ça s'est vidé trop vite et il n'y a plus d'essence dans le carburateur, la pompe est vide. On a fait le plein hier, c'est vide aujourd'hui. Je pense que quelqu'un nous a piqué de l'essence cette nuit. Heureusement, le petit problème de l'équipe de Diethelm Orbach sera sans conséquence. N'ayant pu participer à la première manche, ils seront tout de même autorisés par les commissaires à prendre le départ de la seconde. Dîner de gala à l'abbaye de l'Épau, à quelques encablures du circuit. L'occasion pour tous de passer un moment en dehors de la course. L'occasion aussi pour l'organisateur et le président du Conseil général d'accueillir un plateau d'exception dans un cadre inoubliable. Les plateaux prendront un départ de nuit. Dans le plateau 1, beaucoup appréhendent cette situation en raison de l'éclairage qui n'était pas très évolué encore à cette période de l'histoire automobile. Mais cet inconvénient ne suffit pas à calmer les ardeurs des pilotes. Et les images de nuit sur ce circuit restent de toute façon toujours aussi spectaculaires. Beaucoup d'émotions et assez mélangées, quelquefois en bien, quelquefois beaucoup moins. Souvent, je me demandais où j'allais. Première fois au Mans Classique, première fois sur le circuit avec ma voiture, première fois de nuit, vraiment impressionnant. C'est quelque chose de différent, un truc dont on a rêvé depuis qu'on est tout petit.
c'est extraordinaire. Ce sentiment d'aller vite de nuit dans cette voiture est absolument fantastique. Cette voiture a un moteur de 1100 cm3 et c'est le seul endroit où j'ai pu la pousser à plus de 160 km/h. C'est la plus merveilleuse sensation du monde. Vous avez conduit? Non, on n'a que des ennuis depuis le premier jour. Je n'ai pas encore pu conduire. La voiture était en panne d'essence de la première manche. Maintenant, on va essayer de se relayer pendant la manche de nuit. Pendant les courses, la vie continue au village. Les boutiques restent ouvertes tard et l'ambiance n'est pas sans rappeler celle des 24 heures. Pour les pilotes du plateau 3, la deuxième manche a lieu en plein cœur de la nuit. Heinz va enfin pouvoir tester et piloter sa voiture. De retour, Diethelm, son coéquipier, peut exprimer sa satisfaction d'être ici. La voiture va bien, le moteur marche parfaitement, les pneus sont OK, la boîte aussi. J'espère que ça va durer tout le week-end. Ceux qui sont encore en panne, j'en prie, j'ai encore la 37 qui est encore en panne. Il reste à 43, par contre, elle n'a pas de lumière, donc on va voir pour la lumière. On n'a pas pu mettre la lumière. Pendant ce temps, dans le module sportif, les commissaires veillent. La même infrastructure que pour les 24 heures est mise en place autour du Mans Classique. Ils sont ainsi plus de 1000 commissaires sportifs à se relayer pour assurer la sécurité des concurrents pendant toute la durée du week-end. Sur la piste, le spectacle ne s'arrête pas et on assiste à toute heure à de belles passes d'armes. Mais comme toujours au Mans, la nuit est aussi propice aux problèmes mécaniques. À l'heure où il va prendre son relais, Alain Serpaggi doit se rendre à l'évidence. Jean Ragnotti ne ramènera pas la A443 au stand. Les voitures qui étaient 1 et 2 au classement ne repasseront plus. Le numéro 5 n'était pas repassé. Et la Renault est arrêtée. Dans le team Renault, c'est la déception. Du côté des équipages japonais, tout va plutôt bien. Ça roule et les membres du team ne boudent pas leur plaisir. Pour la Matra 660 de l'équipage Guéna, Mahé et Mille, tout va pour le mieux. Après des débuts un peu délicats dans cette manche de nuit, Yvan Mahé rentre gonflé à bloc de son relais. Il est vrai que, outre sa casquette de pilote, il endosse là aussi sa responsabilité de préparateur. La qualité du week-end de ses clients, mais néanmoins amis, est entre ses mains. Non.
Et puis à peine sorti d'une voiture, il lui faut parfois sauter dans une autre. C'est pas une vie. En tout cas, Yvan peut croiser les doigts. Pour l'instant, seuls quelques problèmes semblent apparaître sur la Lola de Nakano, Beltoise et Arnoux. Pour le reste, tout va bien. Vraiment bonheur ce matin, c'est qu'on est parti presque de nuit, tu vois. Et puis à la fin de la course, le soleil. Voilà, t'as vu, je te l'ai dit. Je te l'ai dit hier, c'est la plus belle course à faire, c'est celle-là. Enfin, quand t'as du beau temps, quoi. Magnifique. Autre particularité du Mans Classique, la présence des femmes, pas seulement sur le bord de la piste, mais aussi et surtout dans les voitures, même si certaines ne sont encore là qu'en observatrices. J'aide et je fais ce que je peux pour me rendre utile, ce qui signifie nettoyer ou pousser les voitures. Richard est coéquipier. Comme c'est mon petit ami, je suis donc là tout naturellement pour le soutenir. C'est la première fois que je viens au Mans et c'est super. Je pense que c'est vraiment un truc d'homme. Mais on voit pas mal de femmes au volant. Et j'en ai vu 2 tout à l'heure. C'est très glamour, c'est fantastique. Pour l'une d'entre elles, le Mans évoque sans doute de nombreux souvenirs. Son père a été victorieux ici à 6 reprises. En général, dans les paddocks, les pilotes sont assez souriants, plutôt courtois, et sur la piste, on devient une vraie cible. Mon père m'a toujours dit qu'il n'y avait rien de pire pour un homme que de se faire passer par une femme, et je l'ai constaté souvent. Des cibles mobiles sans doute, mais rapides aussi, puisque certaines enregistrent d'excellents résultats. D'ailleurs, pour quelques-unes, le circuit est une activité à plein temps. C'est le cas de Corentine Quignou, qui pilote sa voiture tout au long de l'année. Là, la Chevron BC, je la conduis toute l'année en classique endurance racing sur les Le Mans Series. Et pour l'instant, ça se passe bien, je suis en tête du championnat. Et par contre, c'est la première fois que je roule ici au Mans Classique. Et avec cette voiture-là sur le grand circuit, ça promet d'être pas mal. Corentine fait ici équipe avec son père et Gérard Larousse. D'autres viennent de plus loin, mais sont tout aussi professionnels. C'est intéressant à conduire ? Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience sur cette voiture. C'est une Corvette de 68, mais c'est très amusant à piloter. C'est plus lourd et plus puissant que ce que je connais, mais c'est assez maniable. D'autres sont fans d'une marque et d'une seule. C'est le cas de Jen Varley, qui visiblement est venue ici le couteau entre les dents. J'aime Aston Martin. On a 4 engagés ici. C'est très amusant. Suffisamment rapide, et ce sont de très belles voitures, les Aston. Nous sommes 4e ou 5e. Ce n'est pas trop mal. Et je crois que nous sommes la plus rapide des Aston. J'espère en tout cas. On croise les doigts. Dans le plateau 2, nous retrouvons les voitures de l'immédiate après-guerre. Maserati, Porsche, Jaguar, Lancia, Triumph. Ça commence à aller vite.
Pour notre équipage allemand, tout semble aller pour le mieux. Les problèmes de la voiture sont réglés et les pilotes profitent désormais du plaisir d'être dans la course, une course spectaculaire et très disputée. Pourtant, coup de théâtre, à quelques secondes du passage de relais. La voiture va très vite et là on fait de très bons temps sur 3 tours. Mais juste 100 mètres avant les stands au moment du relais, j'ai entendu un bruit venant du moteur. Je pense que ça vient de l'échappement ou des bougies. Donc mon coéquipier va essayer de faire de son mieux. Mais c'est peut-être aussi la fin de l'histoire. Le suspense commence pour les pilotes restés en bord de piste. La voiture continue de tourner, mais son rythme baisse. Il faut dire que les autres ne font pas de cadeaux et beaucoup ne sont pas venus là pour ne faire que de la figuration. La course est très disputée. Finalement, c'est le moteur lui-même qui va finir par rendre l'âme. Heinz la prend au téléphone. La voiture ne peut même pas rejoindre la ligne des stands. Le week-end est décevant pour nos amis, mais la compétition, c'est ça, ils le savent. Et l'équipage sera présent dans 2 ans pour tenter une nouvelle fois l'aventure. Ils nous l'ont promis. Jaguar, Maserati, Jaguar encore, ce sera finalement le tiercé gagnant de ce plateau. On voit ici la voiture d'Adrian Kraft en pleine action. Il parviendra malgré tout à se hisser sur la 2e marche du podium. Il est clair qu'aujourd'hui, les pilotes commencent de plus en plus tôt. Ils commencent généralement par le karting. Mais là, on les prend plus petits. Donc, je ne sais pas si on va faire des champions du monde. Mais en tous les cas, c'est une première approche. Grande nouveauté cette année, la création de Little Big Man réservée aux enfants des pilotes inscrits et qui désirent s'affronter au volant de leur propre bolide. Des voitures superbes, des enfants motivés, pas de doute, la relève est assurée. Je voudrais que le volant soit plus près de moi, c'est bien. T'accélères un petit peu. Je connais une Ferrari, j'aime bien. C'est la Ford GT40. C'est ton premier Grand Prix? Oui, ça démarre pas, papa. Qu'ils soient souriants ou ultra concentrés, les enfants ont à cœur de faire bonne figure sur le Bugatti en levée de rideau de la course des adultes. Au moment de la mise en pré-grille, on sent la tension monter. Le départ sera donné à l'ancienne. Pour les 70 jeunes pilotes entre 6 et 13 ans, c'est un véritable rêve. On l'applaudit. Ferrari 330. P2. Ah oui, c'est important de préciser le P2 parce que ça change tout.
dit qu'il faut économiser la voiture, mais en fait, dès qu'on est avec le casque sur la tête et sur la piste, on oublie toutes les bonnes résolutions. Et puis c'est une piste formidable, tellement 13 km, il y a la forêt, tout d'un coup il y a cette espèce de stadium, c'est magnifique, magnifique. Avec le plateau 3, les affaires se corsent encore un peu plus. De 59 à 69, c'est le règne des Lister Jaguar, des premières Ferrari et des premières Lotus. Bref, c'est déjà du lourd et on le sent à la détermination des pilotes sur l'après-grille. L'affaire se confirme en piste où le spectacle est partout. C'est cette étonnante petite Saab 93 de 1959 qui va réussir à s'imposer. L'équipage suédois de cette bruyante petite bombe va devancer toutes les autres bêtes de course, sans doute grâce à une préparation particulièrement minutieuse et aussi à une maîtrise que beaucoup ne possèdent pas. Nos Japonais sont particulièrement fiers et heureux de leur belle 11e place. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas fait le déplacement en simple touriste. Le plateau 4, lui, est parrainé par ALD. C'est bien de pouvoir replacer l'automobile qui a toujours été un Graal et un objectif pour beaucoup de gens dans un contexte aussi passionné et qui est en réelle rupture avec ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, qui est surtout sur le coût, sur la pollution. Il y a aussi beaucoup de passion autour de l'automobile. Alors vous êtes parrain d'un plateau particulier qui est le plateau 4. Pourquoi ce plateau particulièrement? Alors le plateau 4, pourquoi? Parce que regardez, une 250 LM, des Bizzarini, des Cobra, des TZ, les plus belles voitures sont là tout simplement. Il est vrai que ce plateau nous fait entrer de plein pied dans l'univers de la compétition moderne, celle où le pilotage est primordial et où la vitesse peut provoquer parfois de bien désagréables surprises. Heureusement, Ludovic Caron n'aura pas à trop subir les conséquences de sa mésaventure. Le vainqueur du dernier Tour Auto finira par arracher une belle 3e place au classement Scratch. Devant lui, rien à faire, 2 autres Américaines constitueront le reste du podium. Comme à l'époque, les GT40 sont décidément imbattables. Pendant ce temps, dans le paddock, la vie continue pour les pilotes et les patrons d'écurie. Toi, c'est pas mon fils qui va m'acheter un truc comme ça. Bah, j'ai pas... Cobra, ils m'ont déjà oublié mon anniversaire et ma fête des pères. Et il me dit maintenant, bah oui, mais on n'a pas d'argent. Ah bah ça tombe bien, j'avais faim. Non, non, moi je veux juste un petit prends la moitié. Ça c'est vraiment l'historique. Pain, beurre, jambon. Il y a 2 choses. Il y a les mecs qui font les voitures en
l'ancienne. Et puis la SNCF qui fait ça. C'est vrai. Culturellement parlant, pour un pilote, c'est génial de s'imprégner un peu de ce qui se faisait avant, ce que les pilotes dans ces années avaient à conduire. C'est une philosophie complètement différente. On doit apprendre à conduire complètement différemment. Et moi, je me rappelle, mon oncle avait une certaine façon de conduire, rentrait jamais sur les freins dans les virages, on fait complètement l'inverse maintenant. Et je retrouve tout à fait ça quand on roule avec ces autos, quoi. Pour moi, un retrouvaille avec les 24 heures du Mans, parce que j'ai pas conduit sur le circuit depuis 1974. Donc le circuit a beaucoup changé. Et j'ai hâte de retrouver le circuit, le nouveau circuit. Ça va être des retrouvailles. Jackie, J'ai pas osé. Mais on s'est connus, tu sais où? Au Tour de France avec Jean-Pierre et... Avec les paillets. Le Mans, en fait, on a un peu l'impression d'être dans un mythe. Donc à un moment donné, j'ai eu l'impression d'être Steve McQueen dans le film Le Mans. Un moment après, j'ai eu l'impression d'être Michel Vaillant dans les 24 heures. Et en continuant à redescendre, je me suis retrouvé dans le bac à sable. Ah, c'est ça, c'est sport mécanique. On les aime pour ça aussi. Je disais le dicton historique, c'est il n'y a rien à gagner, il y a tout à casser. super. Voilà, vas-y, c'est bon. Il avait pas mis le coup de batterie. Attends. L'Abarth 1000 de notre team japonais fonctionne au mieux. Elle tient en tout cas sa place dans ce carrousel où les vedettes toutes redoutables s'appellent Matra, Lola ou Chevron. Dans ce plateau, la Matra finira en 3e position au classement Scratch, derrière la Chevron B16 de John Sheldon et la Ferrari 512S d'Olivier Casalière. Autre animation à succès dans le village, le Mans Heritage Club présentait un concours de voitures ayant couru les 24 heures. Seule condition pour participer, que la voiture soit en état de marche. L'occasion de voir des modèles rares avec un vrai pédigré, beaucoup d'entre elles n'appartiennent d'ailleurs pas à des particuliers. Ou bien mieux une très bonne voiture actuelle de compétition qui a gagné Le Mans, qui est déjà une voiture historique, qu'une voiture très banale, standard, produite dans les années 20. Si elle était banale à l'époque, elle le restera aujourd'hui. C'est pas parce qu'une voiture est vieille qu'elle devient très désirable et un grand modèle de collection. Ça se fait surtout par la qualité. Nous allons exprimer, vous avec vos gènes et moi avec mon acquis, un jugement sur la beauté de ces automobiles et leur implication dans la communication, ce qui est très important. Sa particularité, en fait, c'est sa déco. Sa déco, oui, c'est vrai qu'elle a marqué un peu l'histoire un peu par rapport à ça.
savoir si c'était une bonne voiture. Je peux te dire qu'elle a été bien, celle-là. Super. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui. Quand tu la regardes, elle n'a rien perdu au niveau de l'aspect, la finesse aérodynamique extraordinaire. Mais aussi rendre un hommage à tous les artisans de l'événement. J'ai appris une chose chez Porsche, le plus difficile c'est de faire simple. Voilà, relevez sous vos applaudissements. Cette année, eh bien, le 20e anniversaire de sa victoire, Véronique Josso avec Monsieur Josso au volant. Alors là, vous pouvez l'applaudir, Jean-Pierre Josso. Magnifiquement restauré et entretenu par Renault Historique et Collection. La voiture primée, la voici, propriété du patrimoine Renault. Elle fut pilotée en son temps par Didier Pironi et Jean-Pierre Josso, qui, vous l'avez entendu, en est toujours amoureux. Côté club, le choix s'est avéré difficile, mais cette année, les Anglais avaient bien fait les choses. Les critères d'attribution du prix des clubs sont la présentation et l'originalité des modèles présentés. Il y a certains clubs qui nous ont vraiment impressionnés aujourd'hui, notamment les clubs anglais, le club Singer, qui est lui avec un plateau, il n'y a pas énormément de voitures, il y a peut-être 40 voitures, mais il est très très représentatif de l'esprit de l'histoire de la marque. Et sous vos applaudissements. Voilà. Et c'est finalement le club Lotus qui l'a emporté, avec bien sûr les félicitations du jury. Bravo Henri, bravo Jean-Pierre. Le Mans Classique, la dernière course en province de ce fabuleux week-end, un mois après le fabuleux 24 mondial. Avec le plateau 6, on est proche, très proche même de la compétition d'aujourd'hui. Ici, pilotes et mécaniques sont très affûtés et les courses, là encore, très disputées. Ford France avait engagé 3 voitures dans l'épreuve, dont cette superbe Capri 2600 RS confiée aux mains expertes de Jean-Louis Schlesser et qui finira 17e au scratch. Au-delà, c'est ce plateau qui offre l'occasion de voir tourner les mythiques Porsche 936 et Ferrari 512 BBLM. Cette année, c'est la 936 de Jean-Marc Lucot et Jürgen Barth qui va l'emporter devant la Lola T286 de Bert Skidmore et David Wegger et la Lola T280 de Quignou, Larousse. Dimanche, il est bientôt 16h, le week-end touche à sa fin. En attendant que ne se vident les paddocks, nous retrouvons Patrick fatigué comme on peut s'y attendre, mais aussi heureux. On estime déjà que plus de 80 000 spectateurs étaient présents. Je crois que ce qu'il faut dire aux spectateurs, et ça me semble important, c'est qu'ils ont accès à toutes les voitures, tous les paddocks, tous les pilotes qui sont dispo. Il y a plein de vainqueurs ici, les 24 heures du Mans, qui sont là, qui sont disponibles à longueur de temps. Et ça, moi, c'est ce qui m'a le plus enthousiasmé cette année, en tout cas. Oui, mais je crois que c'était... le sport automobile était comme ça en Europe jusqu'au milieu des années 70. Il est toujours comme ça aux États-Unis, où vous avez des championnats comme le NASCAR, qui sont des championnats extrêmement importants, avec très professionnels, avec beaucoup de spectateurs, beaucoup de sponsors, et toujours la même convivialité et la même ouverture
de la part des pilotes vers le public, avec des paddocks ouverts, etc. Et ça, je crois que les vrais amoureux de ces voitures, ce qu'ils veulent, c'est approcher les voitures, c'est discuter avec les pilotes, discuter avec les mécaniciens qui leur expliquent pourquoi on a mis un carburateur de 12 plutôt qu'un carburateur de 14, etc. Et c'est peut-être que de temps en temps, on a perdu en voiture moderne. Et je pense que c'est vraiment important pour les spectateurs. Et je crois que s'ils viennent aussi nombreux, c'est qu'on leur apporte ce qu'ils veulent. Et je crois qu'on va garder cet esprit de sport, de convivialité, de plaisir pour chacun. Et je crois que si on continue dans cette voie-là, nos amis seront là et seront de plus en plus nombreux tous les ans. J'ai vraiment pris un grand pied. Avec la Matra, c'était exceptionnel. Quand on voit la qualité des voitures avec 512 S à côté, voilà, les Lola, vraiment c'était fantastique, quoi. Ferrari, c'était fantastique. Les Porsche 917 devant, derrière et tout, c'était vraiment c'est un film, quoi. J'aurais jamais cru que, en fin de compte, j'aurais pu vivre ça un jour, quoi.